Quand on parle d'Italie, on pense souvent à la cuisine, au tourisme, au romantisme. Mais si on cherche un peu plus loin, on se rend compte qu'il n'y a pas une, mais bien deux Italies à deux vitesses. Pour partir à la rencontre des Italiens, je décide de commencer mon voyage à Gênes. Mais pour aller à Gênes, je dois prendre un train un peu spécial. Ici, on l'appelle Il Trenino. Le train que je m'apprête à prendre est une petite ligne qui rejoint la ville de Casella à la gare Piazza Manin de Gênes. La ligne ne fait que 25 km, mais transporte près de 250 000 voyageurs par an et permet aux habitants des petites communes des hauteurs de Gênes d'accéder au centre-ville sans voiture. À bord de celui qu'on appelle Il Trenino, je rencontre Alessio, contrôleur de bord. Mi chiamo Alessio, lavoro sulla ferrovia Genova-Casella, sono stagista e sono appassionato di treni e oggi ci troviamo su questo treno che collega le città rispettivamente di Genova e Casella. La linea è stata costruita negli anni 20 del Novecento per una prima parte in epoca fascista, anche se il progetto di questa linea presentato già molto tempo prima, parliamo infatti del 1912 in particolare, e la linea fu completata nel 1929 con l'intenzione, il fine di collegare la costa della Liguria con il territorio dell'entroterra. Constatando anche il fatto che le ferrovie dello Stato collegano solo la costa in un territorio che è frastagliato da montagne e catene montuose e si affaccia direttamente sul mare, l'entroterra rimane completamente isolato. Questa parte di entroterra fino al 1929. Dal 1929 in poi inizia ad essere collegata attraverso questa ferrovia, che è una ferrovia a scartamento ridotto. Lo scartamento è la distanza tra le due rotaie, differente appunto da quella decisa dal punto di vista internazionale, che è di 1435 mm, la distanza è di esattamente 1000 mm, un metro tra le due rotaie. La linea inizia ad essere operativa dal 1929, viene inaugurata a settembre, ma in piena operatività nel 1923. In Italia ci fu poi negli anni 60 un grande taglio delle ferrovie secondarie, e questa è una delle poche superstiti a scartamento ridotto rimasta in Italia, e conserva al suo interno come parco rotabili, parco storico. Pendant le trajet, Alessio m'explique que la répartition du système ferroviaire italien n'est pas du tout équivalent dans le nord et dans le sud de l'Italie. J'apprends que les transports du sud sont souvent réputés pour leur absence ou leur promesse d'être un jour créés. Je vais donc devoir redoubler de vigilance si je veux pouvoir poursuivre mon trajet vers le sud. En attendant, me voilà enfin arrivé à Gênes. Ce premier jour, je pars à la rencontre de Bruna, qui a accepté une interview autour de sa cuisine. Bruna est une Italienne à la retraite originaire de Sienne, mais qui vit à Gênes depuis l'adolescence. Elle est très fière de sa ville et aime la faire visiter. C'est néanmoins devant la préparation d'un poisson cuit à l'huile que nous décidons de nous retrouver pour discuter de son pays. Well, I think the most important difference is about sanitary questions, because in the south of Italy often there are not suitable hospital for kids, and people need to come to north, especially in Genoa, because there is a very specialized hospital for kids called Gaslini. That is a public hospital. You don't pay anything to come here. Only you have to pay for accommodation for the parents. But there are some associations who take care of this too, and provide accommodation for parents. Because there are really a lot of people who must come here
to save their children, because in the south it's not possible to find what they need. I'm afraid this is the most important difference. Then in the north there is much work, without doubt. In the south less. In the south the north is more rich, surely more rich. The south is not so poor, but there are many problems to manage the money, because mafia, the problem of mafia is very real, very real. It's not a joke, absolutely. Mafia bring the money and there is no money for the people. So there are few people very rich and the most of other very poor. There are places rich in the south, places rich in the north, poor places in the north, poor places. It's not so defined. Effectivement, les Italiens ont chacun leurs différences en tête pour décrire les inégalités entre le nord et le sud. Mais certaines reviennent plus que d'autres. Me voilà d'autant plus curieux de recueillir encore plus de témoignages. Ce début de voyage très prometteur m'encourage à aller dans le Piémont pour découvrir Turin, capitale italienne de l'automobile. Malgré son passé industriel, Turin est culturellement bien plus riche. Ses parcs, ses avenues et ses palais sont les vestiges d'une souveraineté installée à Turin entre 1861 et 1865. En 1831, alors que l'Italie est divisée en 10 États distincts depuis 1815, un mouvement nationaliste italien naît dans le royaume du Piémont-Sardaigne. Mais il faut attendre 1841 pour qu'une personne prenne la tête du mouvement et paraisse comme une figure de reconquête pour les Italiens, Victor Emmanuel II. En 1859 débute la guerre contre l'Autriche, pour unifier les différents États d'Italie. Cependant, il faudra attendre 1870 pour que la majorité des régions ne fassent qu'un seul pays. Les régions du Frioul-Vénétie julienne et du Trentin au Adige rejoindront à leur tour l'Italie, respectivement en 1918 et 1919. Aujourd'hui, le pays aux 20 régions tente de trouver une harmonie et de gommer les inégalités qui, selon certains, sont dues à cette réunification. Afin de comprendre un peu plus l'importance économique de Turin dans le Piémont et en Italie, j'ai rendez-vous avec Fabrizio. Fabrizio est un guide touristique dans un musée de Turin, spécialisé dans les voitures, et il connaît par cœur sa ville natale. My name is Fabrizio Giuliano. I am the head of the guided tours department here at the Museum of Automobili in Torino. The economic situation in Torino for the entire 20th century was completely dominated by the automobile industry. Not only by Fiat, which is the most known brand from the city, but also other brands such as Lancia, for example, and many other brands that were active in the city from the beginning of the 20th century to the middle of the 20th century. There are many other brands that maybe are not car manufacturers, but other companies that work in the world
of cars. I can imagine design studios, robotics, companies that make robots that make cars. We have actually an entire room in the museum that illustrates how many companies were founded and most of the times also were closed down related to the car industry in the city from the beginning of the 20th century. Right now, Fiat, it's no longer a sole, a lone brand making cars. It's part of a bigger group, which is called Stellantis right now. I can tell you it has been relevant for the history and the well-being of the city from the 20s of the 20th century, of course, until the 80s probably. People were used to move from all around the country to come here to work on the assembly lines of Fiat. Right now, of course, because the saturation of the market probably, the wide offer in the automotive industry, automotive markets, the production of Fiat, especially in the Mirafiori plant, is very reduced in comparison to the 60s and the 70s and the 80s. Torino became a hub for short work, so everybody could be on the assembly line. It was, of course, a company that was hiring, I don't want to say anybody, but it was hiring a lot because there was a lot of need for workforce. So many people who wondered what will I do with my life, where will I go working. There were these offers from Fiat. So especially in the late 50s, I think, for sure in the 60s, there were so many people moving from the southern part of Italy, but not only southern part of Italy, everywhere around Italy, people were moving to Torino to work for Fiat because there was so much need for workforce. And of course, when the market saturated, the company began to lay off people, and it began the strikes season. Also violent situations. Managers of Fiat were kidnapped. There was violence pretty intense. As time went by, the production was reduced. The presence of workers for Fiat was no longer the main drive in the economic situation of the city. Yeah. Visiblement, l'entreprise Fiat a joué un énorme rôle dans l'immigration interne de l'Italie dans les années 60 et 70. Mais on le sait bien, tout n'est jamais très rose. Alors comment les deux populations ont vécu cette transition à Turin ? In the 60s and 70s, of course, there were difficulties probably to create a harmony between northern Italians and southern Italians, of course. There was also a component of racism. Northern Italians didn't like southern very much because there were these stereotypes about them being outlaws, dirty people, stupid things. I'm not old enough to say it, but I saw photographs with placards just outside homes saying we do not rent rooms or apartments to southern people, because there was this racist. Of course, through time the situation eased and the mix of cultures of the same country was done here in Torino. Selon Fabrizio, ces inégalités sont d'origine historique. Mais quelles sont les caractéristiques de cette fracture ? The divide between North and South Italy can be, of course, it has historical reasons. Probably the North exploited the southern part of the country in some ways, starting from the very early days of Italy as a country, starting in 1861. Also, a divide can be read not only in wealth but also in culture. People from southern Italy are always considered to be very welcoming to people from the outside and from northern Italy also, while at the same time the northern Italians are considered to be a bit colder, more driven about work, but maybe there is a big component in all this that is a stereotype
because you can find a welcoming person in northern Italy, as well as you can find a workaholic in southern Italy. There are structural differences between the two parts of the country. It's not a secret that the northern part of Italy is richer than the southern part of Italy, and more organized, more efficient, not because of a lack of effort, but because of a lack of good administration. I know it's a very complicated situation that it's not possible to solve, in a way, with just a flick of a switch. It needs to be done and thought about very accurately and in a long period of time. Yeah. Depuis 1995, la Lega Nord, un parti politique italien d'extrême droite, revendique une sécession du Nord avec le Sud pour créer la Padania, l'Union des régions du Nord. Le nord de l'Italie possède déjà 3 régions autonomes et en souhaiterait davantage. Cet équilibre territorial est donc fragile et ne fait que frémir à la vue des inégalités qui se creusent. Il est temps pour moi de quitter Fabrizio et les manufactures de Turin, et de partir pour Milan, la capitale économique du pays. Me voilà à Milan, la 3e ville qui complète le triangle industriel et une des villes les plus riches du pays. Je suis plus précisément à Puerta Nuova, le quartier d'affaires de la ville. Ici, les nombreux gratte-ciel démontrent une puissance économique importante. Mais Milan est aussi connue pour être la capitale de la mode en Italie. On va essayer de comprendre depuis quand a-t-elle ce titre et quelle est l'importance de la mode dans la balance économique. Ciao, mi chiamo Daniele, lavoro nel mondo del fashion da 15 anni nel settore lusso calzature. Il mondo del lusso e il fashion in Milano è sempre stato un punto di riferimento a livello internazionale. Non per niente a Milano c'è il quadrilatero della moda che racchiude tutti i brand più esclusivi a livello mondiale. Milano è sempre stato un punto di riferimento, come dicevo, per la moda a livello mondiale, perché è sempre stato innovativo come Parigi sull'importanza a livello globale dell'immagine, dei brand, di lanciare comunque la moda e seguire la moda per uno status simbolo, perché il fashion a livello globale è un punto di riferimento per la donna, per gli uomini, è molto importante perché può condizionare lo stile di vita comunque delle persone. Milano in questo è sempre stata innovativa perché lanciava e lancia in ogni stagione con le sfilate tutta la tendenza, quindi comunque la moda possiamo dire che condiziona la nostra vita e continuerà sempre a farlo. Sono le 2 città di riferimento, Milano e Parigi, mentre le altre piattaforme rimangono sempre un po' indietro. Vi aspettiamo a Milano. Mon passage en Italie se fait pile au moment de la transition entre 2 gouvernements. Le pays est donc plongé dans une période électorale en vue d'une fracture sociale nord-sud grandissante. Un changement de gouvernement pourrait tenter de redistribuer les cartes et aider à une harmonie. Cependant, d'après ce que j'ai pu entendre à droite à gauche, l'Italie connaît un fort taux d'abstention, d'environ 35%, et il semblerait que les jeunes n'accordent plus d'attention à la politique. Est-ce que ce désintérêt grandissant serait un signe de perte de confiance des électeurs concernant la gestion de la crise par le gouvernement ? It's the same for me. I can assure you that in Italy we are very unsure about our politic situation, because on the 25th of September we will have an election for our government. So there is a kind of situation where there are some people that are more into the right wing, while like less people cheers for the left wing. So we can say that if we want to have some stats
In Italy, the right wing is going to win. It's likely to win, but there are a lot of people that cherish for the left wing. It's like a difficult situation because the right wing doesn't have a program that involves a lot of people, but only a small part of it. It's a very hard topic for all of us. Après avoir traversé les 3 villes du triangle industriel d'Italie, je vois bien qu'il y a une grande marge de développement entre les régions du nord et celles du sud. Gênes est le premier port d'Italie, Milan est la ville la plus riche du pays, et Turin est la capitale industrielle automobile qui a accueilli les JO d'hiver de 2006. À L3, ces villes représentent une part non négligeable du développement économique de l'Italie. Il me reste néanmoins une région particulière à visiter dans le nord. C'est la petite dernière à faire partie du pays, et je compte bien découvrir ce qu'elle a à montrer. Bienvenue à Merano, une petite ville dans le nord de l'Italie, dans la région du Trentin-Adige. Ici, j'ai décidé de rencontrer Martina Reiner. Elle est directrice d'un lycée allemand dans le centre de Merano. Also mein Name ist Martina Reiner. Ich bin die Schuldirektorin am sozialwissenschaftlichen, klassischen Sprachen- und Kunstgymnasium Meran. On a beau être en Italie, Martina est directrice d'un établissement scolaire allemand. C'est une particularité que nous n'avons pas en France, mais ici, dans le Trentin-Adige, les familles peuvent choisir la langue de leur établissement scolaire. Also die Schule in Südtirol zeichnet sich durch 2 Besonderheiten aus. Eine Besonderheit ist, dass wir grundsätzlich 3 verschiedene Schulen unterscheiden. Es gibt eine deutschsprachige Schule, eine italienischsprachige Schule und eine Schule in den ladinischen Ortschaften. Kennzeichnend dieser Schulen ist, dass in der deutschen Schule werden alle Fächer in der deutschen Sprache unterrichtet und dürfen nur von Muttersprachlern unterrichtet werden. Das bedeutet, die Lehrpersonen müssen deutscher Muttersprache sein. Umgekehrt unterrichten an der italienischen Schule Lehrpersonen, die sich italienischer Muttersprache bekennen, und alle Fächer werden grundsätzlich in der italienischen Sprache unterrichtet. An beiden Schulen wird die jeweils andere Landessprache als Zweitsprache im Sinne eines Fremdsprachenunterrichts unterrichtet. Das bedeutet, an den deutschen Schulen gibt es das Fach Italienisch, an den italienischen Schulen gibt es das Fach Deutsch. Die ladinischen Schulen haben eine Besonderheit, denn dort werden alle 3 Landessprachen, Deutsch, Italienisch, Ladinisch, gleichmäßig verteilt über die Fächer im Sinne eines Immersionsunterrichts gelehrt. Die zweite Besonderheit unserer Schulen ist, dass wir eine inklusive Schule sind. Das bedeutet, dass auch Schüler mit einer schweren Behinderung an unseren Schulen eingeschrieben sind und dem Unterricht mit besonderer Unterstützung von Lehrpersonen und Betreuern folgen können. Un établissement scolaire par langue officielle, ça a l'air faisable, mais ça a un prix. Qui finance les établissements scolaires? Die einzelnen Schuldirektionen in Südtirol haben eine Finanzautonomie. Das bedeutet, wir bekommen von der Landesregierung Geldmittel zur Verfügung gestellt, um den Schulbetrieb zu organisieren. Das bedeutet, wir bekommen zum Beispiel Geldmittel für den Ankauf von Schulbüchern, für die ordentliche Verwaltung des Schulbetriebes, für die zum Teil die Instandhaltung ist ausgelagert, die läuft über Ämter und über die Gemeinden. Mit den Geldmitteln, die wir bekommen, bezahlen wir Projekte, wir kaufen Lehrmittel an, wir organisieren auch Ausflüge damit, besondere Vorträge, Expertenunterricht. Ja, das ist es im Großen und Ganzen. Comme pour chaque personne interviewée, j'ai demandé à Martina que signifie pour elle la fracture nord-sud italienne.
Aufgrund der PISA-Ergebnisse glaube ich sagen zu können, dass Südtirol in den Schülerleistungen recht gut abschneidet, dass aber andere Regionen Italiens noch etwas besser abschneiden als wir, aber es auch Regionen gibt, die noch etwas schlechter abschneiden, so dass wir sagen können, wir befinden uns in einem guten Mittelfeld. Le financement étant apporté principalement par les régions, on peut supposer que dans certaines parties de l'Italie, ça peut avoir un effet très bénéfique sur les établissements scolaires. Dans les régions riches comme le Sud-Tyrol, les établissements s'en sortent bien, parce qu'ils ont beaucoup de moyens et il en ressort de bons résultats scolaires. Mais on peut se poser la question de savoir si dans les régions plus pauvres, la qualité de l'enseignement ne serait pas impactée. Je quitte donc Merano en quête de réponse. Direction des régions plus au sud. Selon la légende, Sienne est une ville fondée par les fils de Rémus, le frère de Romulus. Fondée au 5e siècle, elle est la plus grande rivale de Florence. Toutes deux des joyaux historiques, on connaît beaucoup plus Sienne pour son jeu du palio et Florence pour ses arts picturaux. Pourtant, Sienne est bien une ville d'art qui dispose de son propre style exporté à travers le monde. Elle est au cœur de la Toscane, région qui représente les plus célèbres cultures et traditions au nord de l'Italie. À mon arrivée à Sienne, je découvre son histoire et ses 17 districts. Un district est un quartier de Sienne qui dispose de sa propre église, sa propre fontaine, son gouverneur et bien sûr, ses propres alliés et ses propres ennemis. Tous les quartiers se livrent à 2 batailles par an, les jours du Palio, le 2 juillet et le 16 août. À la fin de la course de chevaux à travers la ville, le district vainqueur a l'honneur de pouvoir afficher ses couleurs dans ses rues. Toutes les 2 semaines, jusqu'en septembre, un district vient rendre visite à tous ses districts alliés. S'ensuivent des poignées de main chaleureuses, des banquets et des chants. On est actuellement dans un nouveau district, dans le district de la Girafe. Et le district de l'Aigle vient rendre visite au district de la Girafe. Pour mieux comprendre le rayonnement culturel mondial du nord de l'Italie, et surtout de Sienne, j'ai rendez-vous avec Maura Martellucci, spécialiste de l'art siennois. Sono Maura Martellucci, sono laureata in storia medievale, però mi occupo di storia medievale, di storia di Siena, però siamo in un contesto particolare perché siamo all'Orto dei Pecci, in una valle nel centro storico di Siena che è gestita da una cooperativa sociale, che è una cooperativa no profit, e si occupa di aiutare persone con svantaggio. Abbiamo varie attività e gestiamo questo posto che è molto bello e questo è il mio lavoro. A Siena gli stili pittorici variano a seconda delle epoche. Diciamo che quello che caratterizza di più la pittura senese sono le pitture di Duccio di Buoninsegna, ad esempio, quindi quelli che vengono chiamati i fondi oro, i grandi quadri
200, soprattutto 300 e poi anche 400 che caratterizzano la storia dell'arte, soprattutto la storia dell'arte religiosa senese. Queste figure imponenti, un esempio appunto è la Maestà di Duccio di Buoninsegna, ma ne potremo vedere veramente molti, ed è una delle caratteristiche dell'arte medievale senese, che però comunque si distingue moltissimo, perché quando ad esempio passiamo al Cinquecento e lì penso ad esempio ad un Beccafumi, oppure mi viene in mente, mentre parlo qui di un Sodoma che fa molto realismo, quindi è una pittura molto 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 varia. Forse ecco sì, lo stile più caratteristico sono i famosi fondi oro, appunto come dicevo, che è questo modo di dipingere delle figure molto vere, molto belle, però ecco, su un materiale prezioso in una maniera molto differenziata rispetto a altre città anche vicine. Sì, ci sono opere dei pittori senesi in praticamente tutti i musei più importanti del mondo, dal Louvre, da musei tedeschi, in America ce ne sono moltissime. Ora, per non rifare i soliti nomi di Duccio di Buoninsegna, di Ambrogio Lorenzetti e di Simone Martini, mi vengono in mente delle cose particolari che sono appunto le tavolette di Biccherna, c'è il museo delle tavolette di Biccherna qui nell'Archivio di Stato, che sono le copertine dei registri contabili e amministrativi della città di Siena, che però erano dipinti da grandi pittori, sono delle vere e proprie opere d'arte, e anche questi sono sparsi in tutti i musei più importanti, anche perché nelle varie epoche i vari governi oppure le varie persone che hanno occupato con guerre, mi viene in mente la prima, la seconda guerra mondiale, mi viene in mente l'epoca francese o napoleonica, via via si sono portati via molti capolavori che poi sono rimasti nei musei all'estero. Logicamente non sto a dire che i prestiti delle opere senesi presenti in Pinacoteca, nel Museo Civico, negli altri musei, nelle chiese sono continui, perché sono opere inestimabili, però ecco, l'arte senese è sparsa in tutto il mondo, perché chi soprattutto ha occupato per certi periodi storici Siena, poi certi capolavori li ha portati dove era la sede del proprio governo e del proprio regno, e poi lì sono rimasti. Napoleone in Francia, al Louvre ci sono tantissime opere di senesi. Sienne n'est décidément pas une ville anodine. Sa culture, dont son jeu du palio et ses œuvres d'art, sont encore aujourd'hui exportées à travers le monde. Le rayonnement du nord de l'Italie n'est pas anecdotique. Selon Istat, la société de statistiques italienne, les 6 premières régions touristiques d'Italie sont issues du nord du pays, la Vénétie étant la première région touristique. Sienne, quant à elle, même si elle n'est pas parmi les villes les plus visitées du pays, démontre bien la très imposante présence de l'Italie sur la scène internationale de l'art. Je décide de quitter Sienne en direction de Rome, capitale de l'Italie. Ces quelques jours à Rome me permettent de faire une pause et de prendre un peu de recul sur tout ce que j'ai pu apprendre ces derniers jours. Je suis déjà à la moitié de mon voyage et je m'apprête à poser un pied dans le Mezzogiorno, ce territoire dont on me parle comme un pays voisin depuis le début de mon aventure. Et quel rôle joue Rome dans tout ça? Est-ce que Rome est dans la partie nord parce que c'est la capitale? Ou alors fait-elle partie du Mezzogiorno parce qu'elle est dans une région pas si riche? En réalité, ce n'est pas si simple pour certains économistes italiens. Le Mezzogiorno et la fracture commencent aux portes de Rome et concerne toute la partie sud du Latium. Anciennement partie intégrante de la Campanie, le sud du Latium contraste complètement avec la capitale. C'est un ensemble rural dominé par de moyennes montagnes et une vaste plaine. Le gouvernement tente depuis quelques années de nouvelles réformes pour lier les deux parties du pays, notamment par des voies ferrées qui traversent le pays, de Turin à Reggio de Calabre. Mais les trains se font rares et sont surtout très longs. D'autres lignes régionales se développent dans le sud, mais certaines régions restent plus accessibles en bus, comme le Basilicate.
Rome tente par bien des moyens de réunir son nord et son sud, mais pour le moment sans résultat probant. En témoignent les changements de gouvernement et la crise qui s'accentue depuis le début des années 2000. Ma première destination du sud du pays est Bari. C'est aussi ma première ville sur la côte est de l'Italie. On dit que la mer y est translucide et que nombre de touristes étrangers viennent passer les étés là-bas. La ville dispose même d'un aéroport international. Sur place, je rencontre Gavi Fogu, directeur d'une école de joaillerie et de design de bijoux. J'entame avec lui une discussion sur sa vision du coût des études dans le Mezzogiorno. I have two shops and they're all handmade stuff, and I have also a goldsmith school, and this is the center of Bari. I think that for the education, the cost of the education in all the kind of schools here for sincere children, it could be just the same of the north. I say it could be because such a kind of services we don't have here, which are in the north. As you grow, it depends from the university taxes. There are some taxes in Italy, they are very high, but they are very well known, and probably the one in Bari is not the more expensive. You have to think that the cost of the life in the south of Italy is much, much better than the cost that you can find in Milano or Bologna. That is a place where I've been living. So you have to see what kind of university you want to deal. The rooms for the students, which are less expensive than north. Eating the food, it's less expensive because usually all the south, it's less expensive of the north. D'après ce que me dit Gavi, le sud serait effectivement moins cher que le nord, mais pour autant, il y a beaucoup moins d'universités et moins de moyens dans l'éducation dans le Mezzogiorno. Il me faudrait aller voir des étudiants pour leur poser la question. En attendant, je reprends la route direction la célèbre ville de Matera. J'arrive enfin à Matera, deuxième ville du Basilicate et surtout la fierté des Italiens. Depuis le début de mon voyage, j'entends un tas d'éloges sur cette ville que je ne connaissais pas il y a encore quelques semaines. En arrivant dans cette drôle de ville calcaire dont les reflets du soleil sur les murs éblouissent les passants, je rencontre Fernando Ponte, le directeur d'un hôtel dans le centre de Matera. Buongiorno, sono Fernando Ponte, sono a Matera, siamo a Matera. Matera è l'antica e magica città dei Sassi. Siamo a Corte San Pietro, un albergo di charme nelle grotte dei Sassi. Abbiamo 15 camere che sono ricavate dalle vecchie abitazioni dei Sassi. In queste vecchie abitazioni, dove vivevano famiglie tanto numerose, si parla di 10-12 figli che vivevano in questi luoghi, adesso queste case sono diventate delle camere, camere d'albergo, e Matera sta diventando un grande albergo diffuso, dove è possibile fare un'esperienza unica al mondo. La città di Matera ha circa 10.000 anni di storia, in quanto è sempre abitata dal Paleolitico. Matera è la terza città più antica al mondo
e ha vissuto momenti felici e momenti tristi. Au commencement, Matera n'était qu'un assemblage de roches calcaires, de canyons, de grottes et de falaises. Au fur et à mesure des siècles, des peuples nomades se sont installés ici, dans ces terres fertiles propices à l'agriculture dans une région pourtant sèche. Ils se sont d'abord réfugiés dans les grottes, puis ont créé des réseaux de tunnels dans ces roches tendres pour aménager ce qui ressemblerait à une ville. Pendant des années, la ville est restée prospère et ne faisait que s'agrandir. Des nouvelles rues pleines d'escaliers, de nouveaux palais et des places faisaient leur apparition. Mais un jour, le rayonnement de Matera cessa, à cause de la cupidité des riches et de la négligence des pauvres. La pauvreté et les maladies se mirent à proliférer dans la ville. Après la réunification de l'Italie en 1861, Matera et la majeure partie du sud de l'Italie entrent dans une période de stagnation et d'extrême pauvreté, qui contraint les habitants qui le peuvent à migrer à l'étranger à la recherche d'une vie meilleure. En 1948, après sa visite à Matera, Palmiro Togliatti, un politique italien, définit la situation au sein des Sassi comme la honte nationale. Le taux de mortalité infantile à Matera atteint près de 50% cette année-là. À la suite de ce coup politique, le Premier ministre Alcide de Gasperi ordonne l'évacuation des Sassi à partir de 1952, dans de nouveaux quartiers de Matera. L'évacuation dura jusqu'à 1968. Durant les années qui suivent, les habitants de Matera voient les Sassi se dégrader très fortement. Il faut attendre 1986 pour que le gouvernement prenne en main la restauration des Sassi et permette la venue de l'UNESCO en 1993, pour que la ville devienne patrimoine mondial. Aujourd'hui, Matera a été élue capitale européenne de la culture en 2019 et ne cesse de voir son nombre de touristes augmenter. Adriano Olivetti, un industriale italiano visionario, venne qui con i suoi architetti e aiutò la città, aiutò la pubblica amministrazione a realizzare il primo quartiere degli sfollati dei Sassi. Questo quartiere è la Martella, che riproduceva in una condizione diversa la vita dei Sassi. Nelle nostre case vivevano famiglie numerose con tanti bambini e gli animali tutti insieme. Nelle nuove case furono fatti dei locali appositi per gli animali, le stalle. Negli anni 60, subito dopo l'evacuazione dai Sassi, Matera ha cominciato a risorgere perché nascevano e si rinnovavano i vecchi mulini e pastifici e cominciava così una produzione industriale che era appena cominciata qualche decennio prima. Dopo i mulini e pastifici hanno cominciato gli insediamenti industriali del petrolchimico. Fino all'insediamento industriale il tessuto economico della nostra città era legato all'agricoltura. Con la designazione nel 2014 di Matera Capitale Europea della Cultura per il 2019 è cominciato il nuovo riscatto dei Sassi. Matera è tornata ad essere una cittadina proattiva e piena di risorse culturali. Sono stati potenziati molto importanti contenitori quali il museo archeologico, il parco delle chiese rupestri, la Casa Cava, il parco delle sculture. Adesso Matera viene scoperta anche dal grande pubblico poiché è diventata una magnifica location per diversi film. Vale la pena di ricordare il primo importante di Pasolini, il Vangelo secondo Matteo, cui ha fatto seguito The Passion di Mel Gibson e Wonder Woman e l'ultimo 007 No Time to Die. Queste produzioni cinematografiche importanti hanno certamente dato la possibilità al mondo di conoscere questa cittadina e stiamo vedendo un flusso turistico notevolissimo, tant'è che il turismo è diventata la prima industria
materana ed è quella che in questo momento sta reggendo l'economia cittadina. Matera che si trova, se vogliamo, al centro del mezzogiorno d'Italia, come dicevamo ha avuto un'economia agricola come spesso avviene nel resto del mezzogiorno d'Italia. Adesso però con questo movimento turistico che si è creato l'economia materana sta variando così come sta variando anche l'economia pugliese che è prende moltissimo dal turismo. Ormai le coste pugliesi sono notissime e sono frequentatissime dal jet set internazionale e da chi è alla ricerca di un mare limpido e delle condizioni autentiche di vita. La stessa cosa adesso sta accadendo in Calabria e come anche in Sicilia. Il turismo la fa da padrone e si vanno a riscoprire ancora delle città autentiche dove la cultura industriale non c'è stata perché non c'era l'industria e si è saltato questo step per giungere al turismo che oggi è la vera economia di questi luoghi che può risolvere moltissimi problemi in questa zona e nel paese. Bisogna cercare di preservarlo, di custodirlo, di proteggerlo e sicuramente sarà sempre più una meta appetibile per i viaggiatori di tutto il mondo. Décidément, cette ville regorge de mystères et de secrets, comme le plus grand squelette de baleine bleue découvert en 2006. La visite de cette ville m'aura permis de comprendre que le sud de l'Italie a ses propres atouts économiques, qui n'ont pas à rougir devant ceux du nord. Pour autant, ces régions du Mezzogiorno restent en difficulté et j'ai besoin de savoir si d'autres villes sortent la tête de l'eau et résistent à la fracture. Pour cela, j'ai prévu de me rendre à Naples, où je suis sûr de trouver des réponses. Naples n'est pas la ville qui jouit de la meilleure des réputations. Propreté, drogue, violence, tant de choses qui ternissent son image depuis l'arrivée de la mafia. La ville est autant réputée pour son volcan, le Vésuve, que pour son quartier le plus dangereux d'Europe, la Scampia. Cette ambivalence constante est la nature même de cette ville cosmopolite, où règne une ambiance différente dans chacun des quartiers. Pour ces 5 jeunes que j'ai rencontrés, oui, la ville a ses difficultés, mais sa profondeur culturelle surpasse tout ça. Okay, il mio nome è Enzo, sono un ragazzo di Napoli che ama la cultura napoletana, ama Napoli. Sono Alessandro, della Federico II studio lettere. Je suis Lucrezia, étudiante en architecture à Naples. Infatti fortunatamente ci sono tantissimi turisti oggi qui a Napoli. L'unico problema di Napoli è che c'è poco lavoro, quindi parecchie persone purtroppo vuoi o non vuoi sono costrette a trasferirsi al nord per lavoro e questo è un grosso problema, anche perché qui abbiamo tutto, è una città che offre tutto, l'unica cosa che manca purtroppo è il lavoro. Tramite il turismo entrano tantissimi soldi, ma sostanzialmente a vantaggio di pochi. Culturalmente Napoli attira tantissimi turisti da tutto il mondo, però questo consente a molti imprenditori e proprietari di immobili di lucrare spesso sfrattando allo scopo di aprire B&B e quindi luoghi di pernottamento per i turisti. Naples a toujours joué un rôle important dans le contexte social, politique et économique italien et européen. Au fil des ans, l'afflux de touristes a augmenté, si bien qu'un processus de gentrification du centre historique est en cours. Il s'agit d'une tendance dans toutes les villes italiennes qui devrait certainement être réglementée. Per me Napoli è la città più bella del mondo, noi abbiamo tante tradizioni, abbiamo una cultura.
Napoli ha una cultura e delle tradizioni che sono antichissime e sono ben radicate nel territorio napoletano, ma anche proprio nelle persone napoletane, nell'anima dei napoletani. Sai, no, magari ecco, all'estero Napoli è conosciuta come pizza, mafia e mandolino, che potrebbe anche aver senso fino a un certo punto, ma non bisogna limitarsi a questo. E culturalmente poi il centro tende a diventare, un po' come sta succedendo in altre città italiane, qualcosa di più simile a un parco giochi, insomma allestito per non deludere l'aspettativa stereotipata del turista medio che arriva da fuori. La première chose à laquelle je pense, c'est qu'on ne parle pas assez de la question jamais résolue du Sud. Il y aura bientôt des élections pour le nouveau Parlement. Aucun politicien n'a parlé sérieusement de la fracture entre le nord et le sud de l'Italie. Cette division s'est atténuée avec le temps d'un point de vue culturel et social. Dans le sens où, dans les années 1980, il y avait en Italie le parti de la Ligue du Nord, dirigé par Bossi, qui voulait l'indépendance de la Padanie, avec la sécession de l'État italien d'une partie de l'Italie du Nord. Alors que maintenant, la Ligue du Nord est devenue la Ligue de Salvini Ier, donc elle se concentre maintenant sur la devise de l'Italie d'abord. Le problème de la question méridionale remonte à l'unification de l'Italie en 1861, et c'est une histoire très complexe. En fait, avec l'unification de l'Italie, le déclin du Sud a commencé. Toute la richesse a été prise par la famille royale de Savoie, non seulement la richesse économique, mais aussi le déplacement des grandes usines du Sud vers le Nord. Par conséquent, la migration ultérieure de ces jeunes sudistes vers les régions du Nord dans les années 1960 dépendait de cette fracture. Mais je pense que pour essayer de résoudre le problème, il faut en discuter. Je ne pense pas que l'Italie puisse aller loin sans le Sud comme sans le Nord. C'est vrai pour l'Italie comme pour le reste du monde. Here at Federico II of Naples, we have two main courses of history, which are modern history and medieval history. One of my professors has his own theory that he has got from one of his professors. They were convinced that the division that are actually in course in North and South history of Italy have its own roots in the medieval history and in the region of Sicily, which were the two main parts in which Italy was divided, the reign of the two Sicily and the north of Italy. When Federico II became the emperor of Europe substantially, that is when, in his opinion, the division from the north and the south of Italy have its own origin. A livello di culture e tradizioni nel sud sono molto più sentite rispetto al nord, per il semplice fatto che il nord è più sviluppato a livello di metropoli, è più aperta a livello europeo, mentre qui noi cerchiamo di tenere le tradizioni più radicate nella nostra persona, però comunque Napoli gioca un ruolo importante a livello italiano perché è diversa dalle altre parti, quindi quello che non è Napoli è il resto dell'Italia e quello che non è il resto dell'Italia è Napoli. La differenza tra noi e le persone del nord, io dico sempre, è il modo di vedere la vita. Noi vediamo la vita in maniera diversa, viviamo per lavorare, non lavoriamo per vivere. Naples est bel et bien une ville difficile à comprendre, et j'ai mis beaucoup de temps à l'apprécier telle qu'elle est. Mais avec du temps et de la curiosité, elle pourrait bien être une des villes les plus incroyables d'Italie. Elle est la capitale du Mezzogiorno et est souvent mise en concurrence avec Milan, capitale des régions du Nord, mais elle n'a pas à rougir de ses qualités culturelles. Mon voyage touche à sa fin, mais il me reste une dernière destination à visiter. C'est la capitale de la Sicile et la deuxième ville du sud du pays. Bienvenue à Palerme. Palerme est une ville très atypique dont le style architectural est basé sur plusieurs civilisations différentes suite à de multiples conquérantes d'origines très diverses. Carthaginois, romains, arabes, normands, angevins, aragonais, espagnols, tout se succède à travers les époques et en font aujourd'hui une grande cité cosmopolite. Arrivé sur place, j'ai rendez-vous avec Ario Mendolia, le directeur d'un superbe musée, le Mémorial Antimafia. Bonjour, je suis Ario Mendolia, je suis le directeur de la structure du
musée No Mafia Memorial. Et on a cherché de créer un musée surtout dédié aux jeunes pour faire leur connaître l'histoire de la mafia et de l'antimafia et surtout pour communiquer la culture qui peut porter à un changement de la mentalité. Encore, il y a une grande importance dans l'économie de l'État et surtout de la région de la Sicile par les affaires de mafia. Et la mafia, elle a terminé de tuer, donc la plupart des gens croient que la mafia c'est fini. C'est pas ça, la mafia n'est pas finie, la mafia s'occupe des affaires. Donc, quand la mafia ne tue pas, ça veut dire que les affaires ils marchent très bien. La mafia est encore tellement présente dans l'économie de notre région et partout, et surtout avec la politique, la corruption, la pervasivité dans tous les tissus économiques et sociaux de la région. Existe encore dans les magasins, dans les affaires, dans les grandes œuvres, pour l'écologie. Elle ressemble incroyable, mais la mafia, c'est vraiment écologique. Elle s'occupe de l'énergie éolique, s'occupe des poubelles, elle s'occupe de tout ce qu'on croit être vraiment moderne, vraiment social. Et la mafia, elle s'occupe de ça, parce que toutes les choses où on peut faire des affaires, ils sont bons pour la mafia. Et surtout lorsqu'il est nécessaire un gros capital. Par exemple, l'éolique, pour mettre des implantes éoliques, il faut avoir beaucoup d'argent. Qui mieux de la mafia? Pour mieux comprendre le système de la mafia en Italie, il vaut mieux se référer à des cartes. La première de toutes, c'est la Cosa Nostra, la plus célèbre des mafias implantées en Sicile. Il y a ensuite la 'Ndrangheta en Calabre, puis la Camorra en Campanie, et enfin la Sacra Corona Unita dans les Pouilles. Les mafias ne sont pas toujours très présentes dans les capitales de région, comme à Bari ou à Palerme, où la baisse d'activité de la mafia s'est faite ressentir depuis quelques années. Il existe bien entendu quelques autres plus petites mafias en Italie, basées aussi dans le Mezzogiorno, comme les Basilici, dans le Basilicate, la Stida dans le sud de la Sicile ou encore la mafia africaine à Palerme. La mafia africaine, c'est un phénomène très intéressant parce que c'est comme si la mafia elle a ouvert un franchising. Donc, elle donne à quelqu'un le travail qu'elle n'aime plus faire. Par exemple, le trafic de la drogue, c'est mieux laisser faire aux Nigériennes. La prostitution, c'est mieux laisser faire aux Nigériennes. Aussi, la mafia elle peut s'occuper des affaires plus importantes. C'est incroyable, mais aussi dans la criminalité, il y a des travaux que les Italiens n'aiment plus faire. Le Nord n'est pas exempt de mafia, puisqu'on peut retrouver la Banda della Magliana à Rome et des branches de la mafia à Milan. Mais elles sont moins importantes et plus discrètes. Alors que le Nord est connu pour son célèbre triangle industriel, le Sud a quant à lui sa triste médaille du triangle de la mort, là où la Camorra déverse les déchets de Naples et pollue les sols, causant de nombreux cancers aux populations avoisinantes. Socialement, l'écart est immense entre les deux parties de l'Italie, mais malgré les cultures régionales bien profondes et les économies disparates, l'Italie cherche tout de même à s'en sortir unie. Si on en croit les Italiens, la réunification n'est pas pour tout de suite, mais ils espèrent et continuent d'avancer.